Salut, j'espère que tu vas bien. Avant de commencer cet épisode, je voulais t'informer, si tu ne l'as pas vu encore passer, que la semaine prochaine, au moment où sort cet épisode, donc du 10 au 15 juin, je te propose une expérience qui s'appelle l'expérience biomécanique. C'est un événement qui se passe en ligne pendant lequel il y aura 3 webinaires, mais aussi une communauté sur laquelle il se passera plein de choses pendant la semaine. Et l'objectif, c'est de te donner des clés pour être capable de capter les inconforts de ton cheval et de t'orienter vers là d'où ça peut venir. Ça va être 3 webinaires construits autour de 3 cas pratiques et le truc assez dingue, c'est que je te propose que les cas pratiques soient ton cheval. Tu peux proposer ton cheval en cas pratique, tout est expliqué au moment où tu t'inscris à l'événement. Donc, si ce n'est pas fait et si tu as envie de te joindre à nous, inscris-toi, tu trouveras le lien en description de cet épisode. Allez, on démarre avec l'épisode du jour. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, je suis trop contente de faire cet épisode, je crois que je dis ça à chaque épisode. Mais aujourd'hui, on va parler de 2 apprentissages que moi j'ai appris en me formant en biomécanique et qui ont absolument tout changé avec mon cheval. Quand tu te formes en biomécanique, c'est assez difficile de décrire la transformation que tu vis. En réalité, c'est pas aussi simple que genre un programme qui t'aide à sortir en extérieur sereinement. Parce que là, tu sais que avant, tu as des difficultés à sortir en extérieur sereinement, et après, tu sais que normalement, à la fin de ce programme, tu sauras sortir en extérieur de manière sereine. Ou en tout cas, tu seras sur le chemin. L'apprentissage biomécanique, il n'y a pas de transformation aussi visible. Et pour autant, ça change ta vie. Ça change ta vie, ça change ton cheval, ça change la relation que tu as avec ton cheval. Tu te mets à être plus pertinent dans les exercices que tu lui proposes. Tu te mets à être plus pertinent dans tes observations. Bref, je suis convaincue que la biomécanique est un des socles d'une relation paisible, sereine et de performance, si on en a envie, avec notre cheval. C'est d'ailleurs pour ça que la biomécanique, c'est un des piliers de l'équitation que je développe, qui est l'équitation collaborative. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te partager 2 moments où mon cerveau, il a fait boum dans les moments où je me suis formée en biomécanique. Des fois, tu as des infos qui t'arrivent et où tu te dis « Ah ouais, bah ouais, ça semble évident, mais pourquoi je ne le sais pas encore? Pourquoi on ne me l'a pas appris avant ?» J'ai vraiment eu ce truc-là qui m'est arrivé pendant les programmes de biomécanique. Et c'est vraiment ces infos-là qui sont en fait vraiment hyper logiques. Et quand on te le dit de manière si simple, tu te dis, bah, comment c'est possible que tout le monde ne le sache pas? Comment c'est possible que je sois moi-même propriétaire depuis plusieurs années de mon cheval et que je sois pas au courant de ça? Comment c'est possible que je monte à cheval depuis 20 ans et que personne ne m'ait jamais parlé de ça? Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te partager des apprentissages qui m'ont fait cet effet boom, cet effet explosion de cerveau et qui derrière ont confirmé des décisions que j'étais en train de mettre en place, de prendre avec mon cheval. Aujourd'hui, on va parler de 2 choses qui n'ont pas de lien direct avec le travail du cheval, bien que. J'avais envie de te parler de 2 notions. La première, c'est, on va parler du pied du cheval. Il y a un truc qui a vraiment fini de me convaincre que j'avais envie de passer mon cheval pieds nus, par exemple. C'est la découverte
que le cheval a un coussinet plantaire. Truc hyper intéressant, le cheval, dans son pied, il a un coussinet plantaire. Comme les chiens et les chats, comme on voit sous leurs pattes, comme nous, finalement, on a dans le pied du cheval une structure qui est relativement molle, mais relativement résistante, qui a pour objectif de soutenir tout le système du pied, donc les os, les tendons, le naviculaire, par exemple. Et son job à lui, au coussinet plantaire, c'est vraiment de permettre l'amortissement et, comme tout organe, s'il est utilisé, s'il est sollicité, il se développe et s'il n'est pas sollicité, il s'atrophie. Donc, il se réduit jusqu'à, on va pas dire disparaître, mais vraiment, d'un point de vue fonction, quand un organe s'atrophie, c'est comme s'il était quasi inexistant dans le corps. Le truc cool avec le coussinet plantaire, c'est que c'est un organe qui peut se régénérer, qui peut se rééduquer, en tout cas. Donc c'est pas parce que celui de votre cheval, il est atrophié, qu'il ne va pas se remettre à fonctionner. Il y a un truc hyper intéressant à savoir aussi, c'est que un organe, quand il se remet en fonction, ça peut être douloureux pour l'animal ou pour l'individu. Et donc, dans le moment de réhabilitation de cet organe-là, on peut avoir des moments d'inconfort chez nos chevaux. Le truc intéressant avec l'existence de ce coussinet plantaire, c'est que du coup, quand on ferre le pied du cheval, on empêche le pied de s'amortir lui-même. Quand un pied non ferré se pose au sol, on a ce coussinet plantaire qui vient assumer sa fonction d'amortissement et on a le pied qui va très légèrement s'écraser au sol, s'écarter, ok ? Donc de chaque côté de la fourchette, chaque talon va s'écarter l'un de l'autre. C'est minime comme mouvement, mais ça existe quand même. Donc on a un pied qui pose au sol, une fourchette qui vient poser au sol, et tout ça, la fourchette et ce coussinet plantaire vont avoir comme fonction d'amortir le poids du cheval qui arrive de dessus. Okay ? Quand on ferre avec un fer en fer, un des trucs qui se passe, c'est que ce mouvement d'amortissement n'est pas permis par le fer. Évidemment, le fer, c'est quelque chose de hyper rigide, et donc, on n'a pas ce truc d'amortissement du pied. On n'a pas le pied qui gère son amortissement par lui-même. L'amortissement, il est géré par d'autres structures plus haut qui compensent le fait que le pied ne fait pas cet amortissement. Mais du coup, comme je te disais que cet amortissement ne s'effectue pas, le coussinet plantaire n'est pas spécialement stimulé, n'est pas stimulé du tout d'ailleurs, et au fur et à mesure, il s'atrophie. Donc, il existe de moins en moins, il prend moins en moins de place dans le pied du cheval, et donc, moins il est utilisé, moins le pied s'amortit lui-même. Je schématise. S'il y a des podologues dans la salle, je m'excuse peut-être de cette schématisation que je fais. Peut-être que vous allez dire que c'est pas assez précis. Et à la fois, c'est vraiment le chemin qui s'est fait dans mon cerveau, moi. Donc, il y a vraiment ce coussinet plantaire. Par le fer, il n'est pas utilisé, il n'est pas stimulé. Et quand on enlève le fer, le pied va reprendre petit à petit, va se rééduquer, à reprendre sa fonction d'amortissement. Et donc, ce coussinet plantaire va se stimuler à nouveau et se remettre en fonction, en fait. Et donc, reprendre de la place dans le pied et donc soutenir de manière plus pertinente les structures du pied, les os, les tendons, le naviculaire, etc., etc. Une fois que j'ai compris ça, moi, j'étais sur un moment où je me posais la question de déferrer mon cheval. J'étais plutôt sur un truc de j'ai envie de déferrer mon cheval pour plein de raisons. Mais quand j'ai appris l'existence de ce coussinet plantaire et que j'ai compris que le fer inhibait la fonction de ce coussinet et empêchait l'amortissement du pied par lui-même, j'ai choisi de faire le job de déferrer mon cheval
pour permettre aux structures de son pied de reprendre leur fonction. Et ça, c'est hyper intéressant parce que une fois que je vous ai dit aussi que les organes, ils ont besoin de se remettre à fonctionner, eh ben, on se prépare plus facilement et on est plus OK avec l'idée que les mois qui suivent un déferrage, surtout sur des chevaux qui ont été ferrés très longtemps comme le mien qui a été ferré peut-être 8 ou 10 ans, eh ben, c'est hyper intéressant de savoir que parce que on va rendre au pied cette fonction d'amortissement qu'il n'a plus, qu'on va rééduquer le pied à s'amortir par lui-même, eh bien, on va avoir de l'inconfort chez notre cheval. Et du coup, ça va nous permettre d'être beaucoup plus indulgents dans cette période-là et aussi de se préparer au fait que, eh ben, dans cette période-là, tout va pas être tout rose et on va peut-être pas faire les meilleures performances de concours qui soient. On va peut-être avoir un cheval qui va pas être en état de concourir, par exemple, dans les semaines ou les mois qui suivent et on va avoir des hauts et des bas dans cette rééducation. Okay, tous ceux qui ont perdu l'usage d'un organe ou qui ont été plâtrés un moment ou une grosse entorse ou etc. savent que la rééducation d'un organe ou d'un tissu, c'est pas quelque chose qui est linéaire parce que ça englobe tout le système musculaire, tendineux, etc. qui a aussi autour de cet organe, autour de cette articulation. Bref, ça a un effet sur la totalité du corps. Donc, on a besoin que le corps se remette en fonction avec cette nouvelle façon de fonctionner. Bref, j'espère que c'est assez clair ce que je vous transmets là. Je vous balance un peu les deux infos comme ça. Et je vous en parle pendant une dizaine de minutes. Là, ça fait une dizaine de minutes que je vous parle de cette histoire de coussinet plantaire. Mais chez moi, ça a vraiment eu un effet ouf. Je me suis dit, ok, en fait, dans le pied, il y a un organe qui a une de ses fonctions principales, c'est de gérer l'amortissement du pied, de gérer l'amortissement du poids qui arrive, le poids du cheval qui arrive d'en haut, ok, il est comme répercuté sur cet organe-là. Le fer, ça inhibe la possibilité de cet amortissement-là. Donc le pied, il est plus capable de s'amortir lui-même. Donc, il y a d'autres structures dans le corps qui sont à la base pas complètement faites pour ça, mais qui vont compenser le truc. Et ben, une fois que j'avais compris ça, je me suis dit, ok, en fait, c'est pas ok pour moi que le fer, eh ben, c'est pas ok pour moi que la ferrure ait cet effet-là sur mon cheval. Et je suis prête à prendre le temps qu'il faut, les mesures qu'il faut pour enlever ce fer et permettre au pied de mon cheval de fonctionner de la manière la plus naturelle et physiologique possible. Voilà, je précise que l'objet de cette info, c'est absolument pas de vous dire « Oh mon Dieu, tous ceux qui ferment les chevaux sont maltraitants » ou tous ceux qui ont des chevaux déferrés ont absolument la bonne raison. C'est pas l'objet de vous catégoriser de bons ou mauvais propriétaires ou bonnes et mauvaises pratiques. Juste, je vous permets de remettre une base hyper intéressante de comment le pied du cheval fonctionne et ensuite, vous pouvez prendre toutes les décisions que vous voulez en ayant ces infos-là. C'est ça l'objet de l'apprentissage biomécanique pour moi, c'est vraiment d'avoir une base véritable de comment le cheval fonctionne et pas tous les on-dit à droite, à gauche de oui mais si, oui mais ça, d'avoir vraiment sous les yeux des schémas, et c'est ça que j'adore, c'est avoir sous les yeux des planches anatomiques. Moi, j'adore les planches anatomiques avec des couleurs, avec des jolies couleurs, avec des jolis dessins, etc. pour comprendre comment c'est fait à l'intérieur du cheval, tout ce qu'on ne voit pas, et du coup, faire des liens par nous-mêmes de « Ok, mon cheval fonctionne comme ça, aujourd'hui, la pratique que je lui propose ou les outils que je lui propose font que il y a ces points positifs-là et ces points négatifs-là. On lui apporte quelque chose en ferrant, parce que le fer n'a pas que des mauvais côtés.
on lui apporte quelque chose en mettant des fers, mais on inhibe notamment le bon fonctionnement de ce coussinet plantaire. Donc, maintenant que je sais ça, quelle décision je prends moi en tant que propriétaire de cheval? En tant que propriétaire de mon cheval, en fonction de la discipline que je pratique avec lui, les conditions dans lesquelles il vit au quotidien, et ce que j'ai envie, ma philosophie, les valeurs que je veux défendre, etc., etc., etc. Donc, voilà. Première info hyper ouf qui a fait un effet dingue dans mon cerveau, c'est la présence de ce coussinet plantaire dans le pied du cheval. Ce qui est quand même assez dingue, en vrai. J'ai réalisé ça, et à la fois, ça, c'est vraiment un détail. Il y en a plein qui disent, bah ouais, mais moi je sais depuis des années. Ouais, tu sais depuis des années. Peut-être. Mais moi, ce jour-là, quand on m'a dit ça, j'ai vraiment visualisé le coussinet du chien, et ça a eu un effet, mais j'ai compris. Je me suis dit, ah ouais, purée, mais ça fonctionne pareil, sauf que cet organe-là, il est interne dans le pied du cheval, on ne le voit pas, mais évidemment qu'il est là, et évidemment qu'il a une fonction, et que c'est intéressant de faire fonctionner cette fonction de la manière la plus physiologique possible. Donc, ça a confirmé le choix que j'ai fait de vouloir déferrer les pieds de mon cheval. Première info. Deuxième info, hyper intéressante aussi, c'est au sujet de l'alimentation. Il faut savoir que moi, je suis ingénieure agricole de formation et j'ai toujours travaillé dans l'alimentation animale. Et j'avais une spécialité en plusieurs espèces. J'ai travaillé un peu en bovin, un peu en équin, un peu en canin, un peu en félin. Donc, j'ai une casquette avec une vision de plein de choses différentes. J'avais bien compris que le cheval, il avait besoin d'abord, en tout premier lieu, d'une source de fibres, sous plein d'aspects, parce que physiologiquement, son corps, il a besoin d'avoir des fibres en permanence pour pouvoir fonctionner correctement, et notamment tout ce qui est microbiote intestinal, a besoin de fibres très régulièrement pour fonctionner correctement, pour apporter l'énergie nécessaire au cheval pour vivre d'abord et faire du sport ensuite. Donc ça, je l'avais bien en tête, par mes études. J'avais en tête aussi que ça avait un effet comportemental, mais c'est pas l'objet ici. Par contre, en étudiant spécifiquement la biomécanique des chevaux, notamment dans un programme canadien que j'ai suivi, elle partage que les risques d'ulcères, donc là on est vraiment sur une problématique précise, les risques d'ulcères sont fortement augmentés à partir de 8 heures de jeûne chez le cheval. Quand on parle de jeûne, c'est pas de repas fibré, ok? Dans ce cas-là, le truc assez fou, c'est qu'elle partage que quand on impose un jeûne chez le cheval de 4 heures, on a les premiers signaux d'inconfort digestif qui arrivent. À partir de 6 heures de jeûne, on augmente drastiquement les risques de réouverture d'ulcères gastriques, donc réouverture de cicatrices d'ulcères, réouverture d'ulcères qui étaient déjà là. Et à partir de 8 heures, on augmente drastiquement le risque d'apparition de nouveaux ulcères gastriques dans l'estomac de nos chevaux. Quand j'ai réalisé que quand on rationne les chevaux matin et soir, quand on leur donne du foin matin et soir, en vrai, la nuit, toutes les nuits, 100% des nuits, dans quasiment 100% des cas, les chevaux ont plus de 8 heures de jeûne. Je me suis dit, évidemment que 90% des chevaux ont des problématiques gastriques. Évidemment que la grande majorité des chevaux montrent des inconforts digestifs. Cette info-là, elle a eu pareil, un effet ouf dans ma tête. Vraiment, un effet de dingue. Et moi qui ai un cheval qui a tendance à se jeter sur les aliments et à rester à manger et à manger très très vite
ces fibres notamment. C'est hyper important, ça a vraiment changé ça, moi, dans ma façon de voir. Et à ce moment-là, j'étais encore dans une pension, donc en plus, il faut s'adapter au fonctionnement de la pension. Mais c'est hyper important de permettre au cheval de manger un peu de fibres tout le temps, plutôt que beaucoup de fibres d'un coup. Quand on fait des repas de foin, par exemple, moi, le cheval avec qui mon cheval était à l'époque, il faisait comme une espèce de course de celui qui allait manger le plus vite. Donc, ils avaient leur foin à 8h le matin, à 10h ils avaient fini, ils avaient eu certes une quantité suffisante d'un point de vue poids, mais ça n'empêche qu'à 10h ils avaient fini leur foin, que le prochain repas de foin c'était à 18h, donc déjà, paf, il y avait 8 heures de jeûne dans la journée, ok. Et à 18h, ils avaient la même quantité. Donc, de 18 à 20h, admettons, ils mangeaient et ils avaient rebelote 12 heures de jeûne jusqu'au lendemain. Et cette info de besoin, le cheval, on sait, je le savais depuis toujours, qu'il a besoin de manger un peu tout le temps. On le sait tous, on l'entend tous. D'ailleurs, il y a même des écuries qui se mettent à faire beaucoup de repas de granulés dans la journée parce qu'ils savent ça. Et pour autant, en fait, les fibres, elles sont pas forcément là. Et au final, le cheval, il est à jeun une grande partie de la journée aussi. Donc, cette info-là, moi, elle m'a vraiment tout changé dans l'aplomb que j'ai quand j'avais mon cheval en pension, dans l'aplomb que j'avais j'ai besoin de savoir que mon cheval, il mange de manière régulière, un peu toute la journée. Et que le jeûne n'excède pas 4 heures, ce serait bien. Ok ? Alors, quand on a notre cheval en pension, c'est hyper important d'apporter ce discours-là avec une conversation, d'être ouvert à la discussion de comment, avec l'organisation que vous avez, vous pouvez faire en sorte que cette exigence que moi j'ai en tant que propriétaire, elle soit respectée parce que c'est pour le bien-être de mon cheval. Parce que ces stats-là et cette info-là, personne l'a. En vrai, moi, je l'avais jamais entendu. Alors que je bossais dans l'alimentation animale. C'est quand même assez fou. Et c'est hyper important, du coup, de comprendre ça. De comprendre et même de dire à la personne qui tient la pension, est-ce que tu savais que à partir de 4 heures de jeûne chez le cheval, on a les premiers inconforts gastriques. À partir de 6 heures, on augmente drastiquement les risques de réouverture d'ulcères. Et à partir de 8 heures, on augmente drastiquement les risques d'ouverture de nouveaux ulcères gastriques. C'est hyper, hyper, hyper important de poser ce truc-là. Et une fois qu'on sait ça, d'adapter. Moi, mon cheval qui mangeait hyper vite avec le cheval avec lequel il était, la question s'est posée de leur mettre des filets à foin, notamment, pour leur permettre de passer de 2 heures de repas, de 2 heures de nourriture intense, à peut-être 4 ou 5 heures. Des filets fins, avec des mailles fines, par exemple. Et quand j'ai eu mon cheval chez moi, ce qui est le cas depuis 1 an, un peu plus d'1 an maintenant, le premier truc qu'on a décidé, avec ma sœur avec qui j'ai les chevaux ici, c'est qu'on allait mettre du foin à volonté, donc une balle de foin à dispo des chevaux, et qu'on allait mettre un filet à foin pour pas qu'ils se goinfrent absolument toute la journée, mais qu'ils aient un apport de foin régulier toute la journée. C'est hyper important, et nous, quand il faut changer la balle de foin, on fait en sorte que la balle de foin, elle soit changée dans la demi-journée. Quand ils ont plus de foin, on surveille pour qu'ils ne soient pas 12 heures à jeun. Il y a un truc hyper intéressant aussi, que là, je viens de lire sur une étude qui étudie les ulcères gastriques chez les chevaux. Donc, ils avaient besoin de chevaux à ulcères. Donc, ils ont déclenché des ulcères chez des chevaux. Et la méthode qu'ils ont utilisée, c'est mettre les chevaux pendant 6 jours. Ils ont fait une alternance de 24 heures à jeun, 24 heures avec des fibres. Donc, ils ont eu 3 fois 24 heures sur 6 jours où ils étaient à jeun. Et bam, ils ont déclenché les ulcères gastriques pour pouvoir faire leur étude. Et
j'ai lu ça ce matin et je me suis dit waouh, 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 waouh. Donc en fait, clairement, c'est quelque chose qui est utilisé en plus par les scientifiques pour déclencher des ulcères. Donc, en fait, le jeûne, vraiment, ça a un effet ulcéreux de ouf chez les chevaux. Et pas long, parce que finalement, 24 heures sans manger, euh, bah c'est pas si long quand pendant 24 heures on les met à volonté et après 24 heures sans manger. Quand il faut changer une balle de foin, moi qui le pratique au quotidien, quand il faut changer une balle de foin par exemple et que on suit pas très bien, on n'a pas un œil vraiment sur cette balle, 24 heures c'est vite passé. Hein. Franchement, c'est très vite passé. Hein. Et donc c'est hyper important pour moi de vous transmettre cette info-là parce que il y a beaucoup d'endroits où en fait les chevaux sont à jeun plus de 6 heures par jour ou par nuit. Surtout la nuit, souvent, quand les chevaux, ils ont des repas. Ok. Donc maintenant, il y a aussi beaucoup de pensions qui amènent des solutions alternatives, qui ont des distributeurs de foin dans les box, par exemple, qui mettent des filets à foin, les filets à foin, ça se développe vraiment beaucoup, ou des filets sur les balles de foin. Et il y a beaucoup de pensions ou de plus en plus de pensions qui mettent vraiment du foin à volonté, ou les chevaux à l'herbe. Et à ce moment-là, à l'herbe, ils sont à volonté aussi. Mais c'est hyper important d'avoir ces infos-là pour ceux qui pratiquent encore les repas de foin, d'avoir cette info-là. Si toi qui m'écoutes, tu es gérant d'une pension par exemple, ou que ton cheval est dans une pension parce que tu es propriétaire d'un cheval, bah c'est hyper important que cette info vraiment arrive partout pour que le max de chevaux ait ce truc de garantie, ce truc de je peux manger des fibres. On entend beaucoup entre 16 à 18 heures par jour, mais ces 16 à 18 heures par jour, c'est 5 minutes par-ci, ou un quart d'heure ou 20 minutes par-ci. Les chevaux arrêtent de manger pendant une petite demi-heure, reviennent, repartent, reviennent, et c'est pas 18 heures, puis, quand tu me diras 18 heures pour arriver à 24 heures, il y a que 6 heures. Donc on est sur les 6 heures de jeûne. Bref, je m'évade. Mais tu as bien compris le sens de ce que j'avais envie de te partager. Et cette info-là, elle m'a vraiment permis à moi de faire des choix conscients sur la manière dont j'avais envie d'alimenter mon cheval. De lui proposer une alimentation qui corresponde vraiment à ses besoins. Pas que en quantité, mais aussi en qualité, avec ce truc de, en fait, il a besoin de manger un peu tout le temps. Bref, voilà donc les 2 infos que j'avais envie de te partager dans cet épisode-là. Je te les balance comme ça. Ça fait déjà une demi-heure qu'on discute de ça. Ça pourrait être sujet à plein d'autres débats, mais c'était hyper important de te les donner là, comme ça, pour que tu puisses les avoir, et aussi que tu puisses te rendre compte l'intérêt d'avoir des connaissances biomécaniques. Parce qu'en fait, ces infos-là, on les a pas dans les galops. Si t'as passé tes galops, c'est une bonne base, les galops, mais des infos comme ça, quand t'es propriétaire d'un cheval, c'est hyper intéressant de les avoir pour pouvoir faire ton choix de est-ce que je garde ou pas les fers au pied de mon cheval. Ça, c'est un sujet qui peut déchaîner la chronique en ce moment, encore aujourd'hui. Et certains vont te dire mais c'est n'importe quoi de déferrer, c'est de la maltraitance animale de déferrer. Et d'autres vont te dire c'est de la maltraitance animale de mettre un fer. Donc, faire ton choix entre tout ça, le seul moyen de faire le choix entre l'un ou l'autre, c'est de comprendre comment le pied fonctionne, de faire le point sur toi, ce que tu pratiques avec ton cheval, les valeurs que tu as envie de défendre et la discipline que tu pratiques et combien de fois par semaine, etc., etc., etc. Et du coup, de prendre la décision en fonction de tout ça. Et pas simplement de prendre une décision parce que tu n'as pas envie d'être jugé comme ci ou pas envie d'être jugé comme ça. C'est hyper important que ce genre de décision, quand tu es propriétaire d'un cheval, ça vienne de connaissance. J'ai bien compris le truc, j'ai bien compris le sujet et je prends cette décision-là en fonction de ce que j'ai compris de ce sujet-là. Bref, donc première info, le cheval a un coussinet plantaire.
Je rigole parce que ça paraît presque évident, parce que en fait, on en a tous des coussinets plantaires. Mais vraiment, moi, quand j'ai eu cette info-là, je me suis dit, ah bah ouais, ah bah purée, tout à fait, tout de suite, beaucoup plus de sens. Donc, je te le partage aujourd'hui. Et deuxième info, j'ai appris qu'on estime que le jeûne, à partir de 4 heures de jeûne, on a des premiers inconforts digestifs chez le cheval. Un cheval qui a faim, ou toi, quand t'as faim, on peut considérer que c'est un inconfort digestif. Quand tu ressens la faim, que ton ventre il gargouille et que ça devient désagréable, c'est ça, c'est ça que moi je projette comme genre d'inconfort digestif. À partir de 4 heures, on a les premiers signaux d'inconfort digestif chez le cheval. À partir de 6 heures, on a une augmentation drastique de risque de réouverture d'anciens ulcères. Et à partir de 8 heures de jeûne, on a les risques accrus de réouverture de nouveaux ulcères gastriques chez le cheval. Et franchement, 8 heures de jeûne, ça passe hyper vite. En une nuit, c'est beaucoup plus de 8 heures. Bref, donc cette info-là aussi, moi, elle m'a retourné le cerveau et elle m'a vraiment mis de l'aplomb dans la façon dont j'ai envie que mon cheval mange au quotidien. Voilà ce que j'avais envie de te partager dans cet épisode de podcast. Je serais hyper intéressée de savoir l'effet que ça a eu d'avoir ces deux infos-là chez toi, si ces deux infos que tu avais déjà, si ça t'a permis de prendre conscience de choses. Viens me dire sur les réseaux sociaux, contacte-moi sur les réseaux sociaux pour me dire ce que ça a vraiment engendré comme prise de conscience pour toi d'avoir ces deux infos-là. Ça m'intéresse de ouf. Et je reviens sur cette expérience biomécanique qui arrive du 10 au 15 juin. Si tu écoutes cet épisode avant le 10 juin, c'est hyper important si tu t'intéresses à la biomécanique et que tu veux cerner et être capable de capter les inconforts chez ton cheval et que en plus, tu as envie de proposer ton cheval en cas pratique, viens t'inscrire à cette expérience d'une semaine, ça va être ouf. Tu as tous les liens en description de cet épisode. Tu as aussi les liens pour me contacter en description de cet épisode. Et si tu as aimé cet épisode, je t'invite à mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que tu utilises et à t'abonner pour être mis au courant des prochaines sorties d'épisodes. J'ai envie de t'annoncer ici aussi que le prochain épisode ne sera pas comme d'habitude lundi prochain, mais je vais sortir un hors-série et tu verras pourquoi. Ce jeudi, donc si tu écoutes l'épisode lundi, le lundi de sa sortie, sache que dans 3 ou 4 jours, tu as un autre épisode hors-série que je te conseille grandement d'aller écouter avec Léa de Kairos Équitation. Tu verras, on a un truc hyper intéressant à t'annoncer. Donc, reste à l'affût du prochain épisode et on se retrouve donc jeudi pour le hors-série et la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!